Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 15 octobre 2022. Est-ce les Lakota qui affirmaient que l'homme européen, l'homme blanc européen, avait découvert l'Amérique afin d'y être sauvé? Hier, je vous ai proposé un survol très rapide et trop superficiel du travail d'Abby Warburg. Mais j'avais quand même attiré votre attention sur quelque chose qui qui a fait son chemin dans mon esprit, même qui m'a fait beaucoup réfléchir. En fait, beaucoup réfléchir dans la mesure où je suis capable de réfléchir. Et comme je ne suis pas homme de système et que je ne suis pas professeur non plus, je ne suis pas tenu de vous enseigner. Et la majorité de mes vidéos, au fond, sont improvisées. Et c'est l'expérience sidérante d'un homme, d'un être humain, avec des outils primitifs, que sont les livres. Oui, parce que nous sommes entrés dans un nouveau langage depuis le langage cybernétique. Le langage humain appartient à l'ordre ancien. Aujourd'hui, c'est le langage binaire, c'est le langage du chiffre qui structure le monde dans lequel nous sommes. C'est les algos qui, en fait, formatent notre esprit. Mais nous qui appartenons à l'ordre ancien de la lettre, il y avait un ordre encore plus ancien que le nôtre, qui a disparu avec la conquête de l'Amérique et la colonisation de certains territoires comme certains continents, comme l'Afrique. Ce qu'on a appelé le monde de l'oralité. Même les Gaulois, même les druides gaulois qui savaient écrire, refusaient l'écriture comme étant un empêchement à retourner aux sources primordiales. Ces sources primordiales se manifestent selon Marcel Jousse, et je vais faire le lien avec Abby Warburg, vous allez voir, se manifestent par le geste et le rythme. Marcel Jousse a vécu... Marcel Jousse, un mot rapide sur Marcel Jousse. Il est né en 1886, il est mort en 1961. C'est un jésuite qui a développé ce qu'on a appelé, il a même écrit un livre qui s'appelle L'anthropologie du geste. Et comment il en est venu à ça? C'est en établissant, en allant aux États-Unis en 1917. Ah, vous allez voir le lien. Il y a, en fait, non. Je vais revenir sur Jousse plus tard. Hier, ce qui m'a frappé, donc ce qui m'a fait macérer quelques-unes de mes idées, c'est qu'au fond, Abby Warburg s'était cru responsable du carnage de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a été, au fond, la première guerre technologique. C'est une guerre qui a commencé avec les chevaux et qui s'est terminée avec des engins électriques. Les premières bombes volantes. Ça a commencé avec les baïonnettes et ça a fini avec les obus. Le corps à corps entre soldats a fini par disparaître au profit d'une abstraction de guerre. Tant et si bien aujourd'hui que les soldats sont davantage des techniciens que des guerriers à proprement parler.
Ça inclut les Ukrainiens qui, grâce à la technologie que leur offrent les pays occidentaux, eh bien, ils peuvent causer des dommages importants contre l'armée russe, qui, elle encore, ils envoient au front, ils envoient en première ligne les généraux, car la mythologie guerrière russe est encore présente à leur esprit, dans la formation des officiers et dans la manière de livrer le combat. Alors forcément, ils se font azimuter par une technologie nettement plus avancée que la leur, technologie qu'offrent les pays du bloc occidental, leur permettant ainsi d'éviter, semble-t-il, d'être des co-belligérants et leur évitant aussi d'entrer de manière frontale dans la guerre. Je ne sais si un jour les Ukrainiens finiront par éprouver de la colère, de l'amertume, de voir qu'on leur fournit armes et argent et qu'on reste à l'abri. Enfin, qu'on ne paie pas le prix du sang, du moins. On va payer le prix. On va payer le prix au niveau de la nourriture, on va payer le prix au niveau de l'inflation. Alors, les deux hommes, Abby Warburg et Marcel Jousse, ont été frappés par les horreurs de la Première Guerre mondiale. Le premier, Abby Warburg, s'est cru responsable, et j'aurais envie de dire d'une certaine manière, il l'était. Est-ce que les intellectuels, est-ce que les gens qui sont censés savoir, n'ont-ils pas l'obligation d'agiter, d'envoyer les signaux d'avertissement lorsqu'une situation aussi dramatique qu'une guerre se produit, se manifeste? Alors, Abby Warburg a découvert le travail des Hopi suite à, vous avez entendu la vidéo d'hier, vous savez qu'il a été interné pendant 3 ans, et que c'est par une conférence qu'il a réussi à convaincre le corps médical et le personnel soignant qu'il pouvait reprendre des activités intellectuelles, retrouver sa liberté, et que cette conférence portait sur les Hopi. Marcel Jousse, lui, s'est retrouvé en 1917, dépêché aux États-Unis c'est un jésuite donc, dépêché aux États-Unis pour apprendre le maniement des armes à des Américains qui s'étaient engagés en guerre, mais qui ne souhaitaient pas livrer bataille. Alors, il a appris à l'armée américaine comment venir aider les Français américains qui ne souhaitaient pas aller au front. Et ce qu'il a découvert, Marcel Jousse, c'est non pas le langage primordial, mais ce qu'il a découvert, c'est les tribus des plaines, les Sioux. Alors, pendant 1 an et demi, il a étudié les Sioux. Alors, voyez le destin de ces deux hommes-là. Un fils de banquier, très riche, le fils d'une famille d'analphabètes, très pauvre, 2 Européens, meurtris par la Première Guerre mondiale, et qui, tous deux, le premier, Warburg, trouve son salut en comprenant, en faisant comprendre aux gens qui étaient censés le soigner que les Hopi avaient des gestes symboliques qui avaient une application concrète dans leur existence. Marcel Jousse, de son côté, en observant à peu près les mêmes années, en observant le langage corporel, il avait
vu les soldats, il avait découvert qu'au sein de l'armée américaine, il y avait des soldats d'origine autochtone, Sioux, et il avait découvert que ces soldats Sioux avaient une manière de bouger, une manière de faire des gestes, et qu'ils avaient une culture orale, en fait. Et que cette oralité, cette civilisation Sioux, avait été également détruite par la technologie européenne. Il faut toujours se rappeler que l'Amérique, c'est une invention européenne. Mais la boîte noire de l'Amérique, la boîte noire mémorielle de l'Amérique, c'est 3 peuples. Ce sont les Autochtones, ce sont les Noirs qui ont ramené d'Afrique leurs gestes, leurs rythmes, et ce sont les Québécois qui ont été abandonnés et qui ont vécu un huis clos pendant un siècle, au moins, avec les Autochtones. Les Québécois, pour survivre, il a fallu qu'ils s'ensauvagent. Et que la culture orale chez les Québécois est prédominante. Alors, et de là, même que ça nous plaise ou pas, de là le succès des humoristes, qui sont en quelque sorte les héritiers très, très, très décadents des coureurs de bois qui allaient de tribu en tribu en Amérique et qui parlaient les langues autochtones et qui avaient développé des liens organiques avec les Premières Nations. Au fond, j'aurais envie de dire, le Québec, c'est peut-être l'avenir de l'humanité même, si on était vraiment conscient de ce que nous sommes. Mais c'est encore une autre histoire, ce genre. En fait, je ne m'attendais pas à vous parler du Québec là-dedans. Mais l'Amérique, la boîte mémorielle de l'Amérique, c'est les Autochtones, les descendants de tribus africaines et les Québécois qui ont été figés dans leur développement et qui ont été congelés avec les Premières Nations. Revenons à Harburg et à Marcel Jousse. La découverte, ce sont presque 2 découvertes similaires en plus. Le premier s'est arrêté aux images, à l'iconologie. Et le second, lui, a voulu non pas recueillir les textes, d'abord il n'y avait pas de texte, mais il a considéré que les gestes et le rythme étaient en soi des documents archivistiques. Et qu'il ne fallait pas regarder la manière de se penser, la manière de se mouvoir, la manière de parler, la manière d'être, avec les structures anthropologiques européennes. Qu'il ne fallait pas voir les Autochtones, autrement dit, avec la logique de l'écriture. Est-ce que vous saisissez un peu le fil? C'est que nous, là, entre guillemets, les lettrés, nous serions les témoins, les derniers témoins d'un monde en train de disparaître, sans doute, parce que nous ne fabriquons plus le monde dans lequel nous bougeons nous-mêmes. Ce monde-là est maintenant fabriqué par des algorithmes. Et le monde ancestral, le monde de l'oralité,
est un monde qui nous est depuis longtemps interdit. Mais dans la tradition gauloise, et ça c'est une autre découverte que Marcel Jousse a fait, dans la tradition gauloise, les druides refusaient l'écriture, la jugeant, je me répète, mais essayez de saisir le fil un peu. Et même là, il y a André Breton qui me vient en tête. André Breton a refusé toute sa vie d'aller en Italie parce qu'il jugeait que la romanité avait vaincu, évidemment, les Gaulois, mais que les Gaulois avaient été colonisés par les Romains. Et il refusait également d'aller en Grèce pour la même raison, car les Grecs, à l'origine, avaient été en amont de la culture romaine. Et qu'au fond, ces deux modes de pensée, soit philosophiques ou soit militaires et ou militaires, au fond, avaient détruit l'essence même de l'esprit gaulois. Et que la mythologie ancestrale... Alors, donc oui, Marcel Jousse avait découvert que dans son village, une partie quelques-uns, disons, des jurons étaient des jurons contre Jules César. Alors, vous imaginez que les vieilles paysannes qui avaient observé, eh bien, juraient dans leur patois contre la colonisation romaine. Il avait réussi à entendre ça par l'observation avec l'oreille. Je sais pas où je m'en vais, hein, je vous l'ai dit. Parfois, ma réflexion se fait devant vous. Certaines de mes vidéos, beaucoup de mes vidéos sont improvisées. Et je ne sais pas pourquoi, comme je vous dis hier, ça m'a frappé cette affaire-là d'Abby Warburg et les Hopis. Et je me suis rappelé l'épisode Marcel Jousse avec les Sioux. Les deux, la Première Guerre mondiale, nous sommes en guerre, nous sommes sans doute à la veille peut-être d'une très grande guerre. Je ne sais comment tout cela va se terminer. D'ailleurs, tout le monde admet que personne ne le sait. En fait, il n'y a plus personne qui est capable de dire comment tout ça va se terminer et jusqu'à quel point ça va mal se terminer. Alors j'ai pensé à ces deux savants, en quelque sorte, qui avaient été mis en présence de la culture autochtone, pratiquement de la même région, au même moment, les deux terrassés, les deux mortifiés par la guerre insensée, la guerre civile européenne insensée qui s'est élargie à l'échelle du monde. La Première, Deuxième Guerre mondiale, c'était également une guerre civile européenne à la base et qui a fini par s'étendre au reste de la planète. Et quand on regarde le comportement des autres grandes puissances de la planète, qui observent avec plus qu'intérêt ce qui se joue présentement sur le sol européen, alors on aura envie de dire, est-ce que les cultures orales autochtones pourraient, ou africaines, pourraient d'une certaine manière aider à non pas apaiser le cœur de l'homme européen en englobant le continent américain, ou peut-être de le ramener à quelque chose de primordial, d'essentiel, qu'il a perdu de vue déjà depuis plus d'un siècle, et qui fait de telle sorte qu'aujourd'hui, la menace
nucléaire, la menace technologique qui pèse sur nos vies, pourrait nous aider peut-être d'une certaine manière à trouver, je ne sais trop, à défaut de solutions, peut-être quelques éléments de consolation, je ne sais trop. Alors pardonnez un peu cette étonnante vidéo. Je ne suis pas sûr que je vais être capable de mettre tous les fils ensemble, mais il me semble que je tiens ici une sorte d'intuition, en tout cas. Ou en tout cas, en fait, même Marcel Jousse, il parlait de algébrose, c'est-à-dire la maladie de l'algèbre. On est on est en 1920, là, à peu près. De l'algébrose, la contraction de deux mots algèbre et maladie. La maladie de l'algèbre. La maladie du calcul. Ce qui faisait dire à Bernanos que le chiffre, c'était le mal. Et puis d'ailleurs, le chiffre du mal, ben, vous le connaissez. En fait, quand on veut évoquer la bête, on évoque les chiffres 666. J'ignore parfaitement la symbolique du 666, mais sans doute quelques-uns parmi vous la connaissez. Mais assurément, on a ici un résumé de ce que pourrait être le mal. Et il y a un écrivain français bien connu qui lui, récemment évoquait dans une entrevue que lui croyait que oui, il y aurait une sorte d'apocalypse nucléaire, simplement parce que la technologie veut toujours se réaliser. Et j'aurais envie de dire, c'est comme la nature, elle trouve toujours son chemin. Si l'espèce humaine vient à disparaître, eh bien, il y aura d'autres espèces, assurément, qui vont continuer de vivre sur cette planète. Peut-être au terme d'un interminable hiver nucléaire, mais vraisemblablement, il y aura des espèces qui vont émerger de cet hiver et qui auront su s'adapter aux nouvelles conditions infernales de la planète. Alors lui disait, cet écrivain, que la technologie, ça va être plus fort qu'elle. Elle va vouloir s'épanouir dans une monstrueuse catastrophe. Elle va vouloir les bombes vont vouloir être. Ça sera plus fort qu'elles. Elles voudront exploser. Et que les dirigeants actuels, en tout cas, à commencer par le principal agresseur, et peut-être un peu la lâcheté des autres, ne sauront pas les retenir, ces bombes. Et que la pulsion de mort, eh bien, l'emportera. La pulsion de mort accompagnée de la technologie aveugle l'emporteront sur la vie humaine. Mais en ce moment, jour après jour, il y a des exactions monstrueuses qui sont commises sur le sol européen. Et c'est pas de bon augure. Alors, enfin, vous voyez, et puis, le lien aussi que je fais avec le Québec, c'est qu'au Québec, on est absolument incapable d'imaginer la guerre. On est incapable. Mais je rappelais à mes jeunes amis qui fréquentaient ma librairie aujourd'hui que ça n'a pas toujours été le cas, que les French Indian War ont longtemps terrorisé l'imaginaire des Américains. Les Américains ont redouté jusqu'aux alentours de 1900, où c'est vraisemblable que ça puisse paraître, ont redouté les razzias franco-indiennes. Et la guerre de conquête, la défaite des plaines d'Abraham, pour eux, c'est un épisode de la Indian-French War, c'est-à-dire de cette alliance franco-indienne qui ont marqué l'imaginaire de l'Amérique.
Et je rappelais aux deux jeunes hommes avec qui je discutais que, que la dernière bataille, la dernière guerre indienne, opposant les Sioux, décidément, euh, de Sitting Bull, Sitting Bull, qui a été l'allié de Louis Riel. Louis Riel, qui est un métis franco-autochtone, et qui possédait je pense que c'est 12% de... Je ne vais pas tomber dans ce genre de calcul-là, mais il était à un quart ou à un huitième autochtone, mais considéré comme tel, donc métis. Et Louis Riel est allé rejoindre Sitting Bull dans le Dakota. Et pendant 4 ans, il a appris le maniement des armes et la chasse au bison. On est aux alentours de 1880. Et finalement, lorsque les armées de Sitting Bull ont été vaincues aux États-Unis, la dernière guerre indienne, eh bien, une partie importante des guerriers ont été hébergés ont été hébergés au Canada, dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan. Je pense que c'est de la Saskatchewan. Et une partie de ces guerriers-là ont été hébergés par un riche fermier de la province de Saskatchewan, qui elle aussi avait connu des troubles. Alors, la question métisse et ce territoire canadien était largement très occupé par des métis et des autochtones et les Canadiens français. Alors je disais, oui, peut-être que ce pacifisme-là, ben, on nous l'a enfoncé, parce qu'il y a un jeune homme qui me disait à quel point il trouvait ça curieux que dans les librairies québécoises, francophones, on ne trouva pas de livres, ou très peu de livres sur la guerre, ou sur les grands personnages militaires, comme Napoléon. Et qu'on n'en trouvait pratiquement pas, mais dans toutes les librairies anglophones, la section guerre, la section Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, grand chef militaire, les livres se trouvaient en grande abondance. Et que lui imputait cette faute-là à notre pacifisme inné ou de notre indifférence au sort de la planète. Et moi, j'ai eu flash, je dis peut-être que les historiens canadiens-anglais, ce qui n'est pas le cas des historiens américains, ont réussi à convaincre le peuple québécois qu'au fond, c'est un peuple pacifique, mais je pourrais vous présenter quantité de livres que j'ai acquis il n'y a pas si longtemps, des livres en anglais sur, précisément, la French Indian War. Alors pour eux, non, on n'était pas des pacifiques. On n'était pas des pacifiques, et les gens avec qui on guerroyait n'étaient pas des anges non plus. Parce que ça aussi, la vision rousseauiste du bon sauvage, c'est pas exactement comme ça. Il y avait des codes d'héroïsme qui en feraient blêmir plus d'un. Peut-être les Ukrainiens ont-ils du sang autochtone. Peut-être les Ukrainiens ont-ils du sang sioux. Ne sait-on jamais. Et alors voilà, on s'invente une histoire d'angélisme, peut-être pour ne pas voir que au cours de notre histoire, eh ben, il y avait de sacrés guerriers parmi nous. Et même le chef militaire de Louis Riel, qui était analphabète, qui ne savait pas écrire, mais qui parlait 5 ou 6 langues autochtones. Alors peut-être, oui, le don de l'écriture, nous ne l'avions pas pour des raisons historiques, mais peut-être que le don de la parole, nous l'avions cependant. Et peut-être que ce don-là de la parole est resté. Ah, écoutez, je ne sais pas trop ce que vaut cette vidéo, mais enfin, que de digressions en tous sens, avec un début étonnant. Mais demain, je vais peut-être rassembler tous les livres que j'ai en anglais, pour vous les montrer du moins,
sur précisément ça, les guerres franco-indiennes, qui ont terrorisé l'Amérique. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.